Donc bonsoir à tous. Alors avant de commencer, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme. Les organisateurs ne sont pas au courant non plus. Je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. En ce moment a lieu l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale. C'est un événement qui a lieu tous les 3 ans. Donc j'avais le choix entre aller à Hawaï pour assister à cette assemblée ou venir vous voir sur Mars. J'ai préféré venir vous voir. En fait, j'ai fait d'argent pour aller à Hawaï. Alors, plaisanterie mise à part, donc ces assemblées générales, vous en avez déjà entendu parler. C'est par exemple à l'occasion de cette assemblée générale en 2006 que Pluton a été déclassé de planète à planète naine. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc, ces assemblées sont aussi l'occasion de remettre un peu des pendules à l'heure, de fixer des conventions, de faire le point sur des différentes découvertes. Et l'Union astronomique internationale vient justement de publier un communiqué sur l'une des choses qui a été révélée cette année. C'est la contribution du Soleil au réchauffement climatique. C'est un sujet donc, qui est très différent de celui dont je vais parler ce soir, mais qui est malgré tout très important. Donc certains dits climato-sceptiques essayent de rejeter la faute du réchauffement climatique que l'on observe depuis un siècle et demi maintenant, sur l'activité du Soleil. Et l'activité du Soleil, vous le savez peut-être, on la mesure grâce aux taches solaires. Les taches solaires, je vous ai remis cette figure ici, ça a été observé pour la première fois par Galilée il y a 400 ans. Et donc depuis 400 ans, on observe des taches à la surface du Soleil et on suit le nombre de taches en fonction du temps. Donc voilà ce que ça a donné ici. Alors ce nombre de taches, il est maintenant suivi de façon très régulière, très précise, et on les compte de façon très rigoureuse. Ça n'a pas été le cas pendant 400 ans. Et donc il y a eu des ajustements entre les observations dont on disposait et les mesures, entre les observations, et entre des modèles qui permettaient de reproduire ces variations. Donc on constate des choses remarquables. Par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle le minimum de Maunder, donc une période assez trouble pendant laquelle le Soleil a été très bas en activité. Ça a correspondu à ce qu'on appelle le mini-âge glaciaire en Europe, qui s'est traduit par des famines et donc des révoltes paysannes, et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, on constate surtout que le Soleil varie avec un cycle de 11 ans, donc qui est reflété par le nombre de taches qu'on en observe à la surface du Soleil. Donc les modèles s'améliorent au fur et à mesure de nos connaissances. Et donc les derniers modèles ont permis de revoir à la baisse le nombre de taches solaires qu'il y avait eu au cours des 400 dernières années. Donc de revoir à la baisse l'activité solaire moyenne sur les 400 dernières années. Et donc de montrer que le Soleil ne peut pas être responsable une bonne fois pour toutes du réchauffement climatique. Donc nous sommes bien responsables de ce réchauffement climatique. C'est à nous d'agir si on veut que, en particulier les enfants qui sont dans cette salle, continuent à vivre dans un monde qui soit vivable. Donc cette parenthèse étant faite, maintenant on va rentrer dans le sujet pour lequel vous êtes venus. Donc l'astronomie dans le monde arabo-musulman médiéval. Et donc on va voyager du 8e au 15e siècle. Et comme l'a dit Jean-Hugues en introduction, donc c'est une période qui a longtemps été négligée dans l'histoire des sciences en général et dans l'histoire de l'astronomie en particulier. Et je vais essayer ce soir de rectifier un petit peu certaines des légendes ou des contre-vérités qui ont pu circuler par le passé. Alors pourquoi choisir ce thème cette année en particulier? Donc ceux qui m'ont déjà entendu mercredi soir à Saint-Agrève savent que 2015 a été déclarée année mondiale de la lumière. Donc c'est l'UNESCO qui pilote cette opération. Et parmi les motivations de l'UNESCO, il y a le 1000e anniversaire du traité d'optique d'Ibn al-Haytham, donc plus connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen, donc qui a fondé un certain nombre de lois à travers ce traité qui ont été ensuite reprises, formalisées, etc. au cours de l'histoire des sciences. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir. Donc voilà, cette année on a décidé de mettre en avant justement les travaux de certains physiciens du monde arabo-musulman, et donc c'était l'occasion de vous rappeler un petit peu la contribution de cette partie de l'histoire dans les sciences modernes. Alors, quand on va aborder ce genre de sujet, on va faire face à 2 idées reçues. La première, qui est une idée qui nous vient de la Renaissance. Donc la Renaissance en Europe, ça a été un retour vers les valeurs de l'Antiquité, donc qui se traduit très,
façon très spectaculaire dans l'architecture. Et en particulier, donc, la Renaissance a voulu minimiser, décrier toute la contribution du Moyen-Âge en général, donc pas seulement dans le monde arabo-musulman, mais aussi en Occident, avec l'idée, qui perturbe encore aujourd'hui malheureusement, que l'Occident chrétien médiéval était une période d'obscurantisme total. Avec, dans les idées reçues qui circulent encore aujourd'hui, l'idée qu'au Moyen-Âge, on était persuadé que la Terre était plate et que donc on passait complètement à côté de la vérité. L'une des raisons pour lesquelles par lesquelles on justifiait cette conception d'une Terre plate au Moyen-Âge, c'était ce genre de carte. Donc, genre de carte qui était très symbolique, hein, avec Jérusalem au centre et 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En fait, ce genre de carte était essentiellement symbolique. Hein, il y avait énormément d'ésotérisme, de valeurs, d'interprétations très particulières dessus, avec le nombre 3, qui est un nombre particulièrement important dans la religion et dans l'ésotérisme. Si on regarde un petit peu plus profondément, on se rend compte qu'il y avait, dès le IVe siècle, dans l'Occident chrétien, et ce n'est pas juste une période transitoire, puisqu'on le retrouve dans des manuscrits du XIIe siècle, des représentations de la Terre qui n'ont rien à voir avec ces cartes symboliques, donc qui n'avaient pas du tout de vocation à être des représentations fidèles du monde, où on parle, par exemple, d'antipodes d'une zone par rapport à une autre. Et donc, ces représentations attestent qu'on savait, on était persuadé que la Terre était bien ronde au Moyen-Âge. Le concept de Terre plate était abandonné depuis le début de l'Antiquité gréco-latine et n'est jamais revenu au cours de l'histoire, contrairement à ce qu'ont voulu prétendre certains pour dénigrer en particulier le Moyen-Âge. Autre témoignage de cette absence d'obscurantisme, souvent on entend dire qu'au Moyen-Âge, on ignorait tous les phénomènes variables du ciel parce que le ciel était censé être immuable selon les textes chrétiens, etc. Là, vous avez un document, donc c'est issu des chroniques enregistrées au monastère de Saint-Gall. Le monastère de Saint-Gall, c'est un monastère en Suisse qui a été l'un des grands foyers de culture au Moyen-Âge en Occident. Et en 1006, eh bien, ils ont observé une nova stella, c'est-à-dire ce qu'on sait maintenant être une supernova, une explosion d'étoiles. Certes, celle de 1054 n'a pas été observée en Occident chrétien, peut-être à cause de mauvaises conditions météo, mais en tout cas, même dans des endroits, dans des lieux de religion, on savait observer le ciel et on savait rendre compte d'observations qui allaient à l'encontre de doctrines religieuses. Donc le Moyen-Âge en Occident n'était pas si obscurantiste que l'on veut bien le prétendre. La deuxième idée reçue, qui va beaucoup plus nous concerner ce soir pour le thème que j'ai décidé d'aborder dans cette conférence, c'est l'idée que dans l'histoire des sciences, il y a eu une période fabuleuse qui a été l'Antiquité gréco-latine, dans laquelle on a produit énormément de travaux. Et puis ces travaux, ils ont été conservés, traduits éventuellement par le monde arabo-musulman. Et le monde arabo-musulman s'est contenté de conserver ce savoir et de le restituer à la fin du Moyen-Âge, donc à la Renaissance, avec donc une tradition inverse de l'arabe vers le latin, et de le restituer. Ça, c'est très bien restitué dans cette citation. Alors, c'est une citation que j'ai choisie, mais qui est loin d'être unique. Hein. C'est une idée courante que l'on retrouve dans beaucoup de textes sur l'histoire des sciences. Donc, les Arabes n'avaient guère été que des intermédiaires, les légataires universels de cet héritage, donc l'héritage des Grecs. Ils avaient fait preuve d'assez peu d'originalité scientifique aux mains des Arabes et des Juifs qui le conservèrent 2 ou 3 siècles. Ce vaste ensemble de connaissances demeura stérile. Donc je vais essayer ce soir de vous démontrer qu'il n'en est rien. Et pour vous dire que ce genre d'idée continue à perdurer, quand j'ai discuté avec mes collègues à Montpellier de la conférence que j'ai donnée ce soir, la réaction a été « À quoi bon? Il ne s'est rien passé au Moyen-Âge dans le monde arabo-musulman ». Donc ce genre d'idée continue à perdurer, même si des travaux ont été faits depuis, et dont je vais vous rendre un petit peu compte ce soir. Alors d'abord, le monde arabo-musulman dont on m'a parlé, resituer un petit peu, alors je ne vais pas vous faire l'histoire géopolitique du monde arabo-musulman, parce que ça serait extrêmement compliqué, vaste, et ça prendrait largement plus qu'une heure. Mais donc voilà en gros à quoi ça correspond. Donc c'est l'Arabie, certes, mais c'est aussi la Perse. Ça va s'étendre jusqu'à l'Inde à un moment donné,
Donc ça concerne tout le monde, tout le Mashrek et le Maghreb. Ça commence à concerner même une partie de l'Europe, avec l'Espagne et même Montpellier, en l'occurrence, hein, a fait partie de ce monde arabo-musulman. Donc c'est une zone qui est extrêmement vaste. On peut même se demander au passage quelle était la vision par les Arabes justement de ce monde. Donc là, vous avez une map monde faite par un géographe marocain au XIIe siècle. Vous reconnaissez tous vos petits ici? Exactement. Si on la remet dans un ordre qui nous est plus familier, on reconnaît assez facilement ici l'Espagne, donc le royaume franc ici, donc les côtes nord-africaines, la péninsule arabique et ainsi de suite. Donc ceci juste pour vous rappeler une idée essentielle, c'est que toute représentation est très dépendante des conventions que l'on adopte, et donc la convention que nous on adopte n'est pas plus valable que celle qui était adoptée à l'époque. Il suffit juste de changer de point de vue de temps en temps pour changer d'idée. Donc cette carte que je vous montrais ici, surtout, elle vous rappelle quelque chose qui va être important pour la suite, et dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, c'est un monde qui est extrêmement divers, extrêmement complexe, extrêmement varié, en termes de zones géographiques. Hein, donc c'est les Arabes, mais c'est aussi la Perse, c'est aussi l'Asie centrale, c'est aussi l'Espagne, c'est même le sud de la France. Et d'un point de vue des grandes cultures, du point de vue des religions, c'est évidemment les musulmans, mais ça va être aussi les chrétiens, ça va être aussi les juifs. Maïmonide est un nom, pour ce qui est des juifs du monde arabo-musulman que vous connaissez peut-être. Et puis bon, moi je vais vous parler ce soir d'astronomie, mais juste vous rappeler que les sciences arabo-musulmanes, c'est surtout les mathématiques. Les mathématiciens du monde arabo-musulman étaient absolument importants et fondamentaux dans le progrès des mathématiques, avec donc la fondation de l'algèbre. L'algèbre est déjà un mot arabe, donc qui signifie réunion des morceaux brisés. Donc à partir de quelque chose d'éclaté, on va essayer de reconstituer une vérité dans mathématiques. Donc ça a été fondé en particulier par Al-Khwarizmi, qui est considéré comme le père de l'algèbre. Et d'ailleurs, Al-Khwarizmi, par déformation, a donné le mot algorithme, qui est un mot que l'on emploie encore très couramment. Donc la contribution en mathématiques, ça a été l'introduction des nombres indiens qu'on appelle maintenant les nombres arabes. Ça a été l'introduction du zéro qui se dit chiffre, qui a donné le mot chiffre en arabe. Ça a été les méthodes de résolution des équations du deuxième et du troisième degré. Ça a été, hors algèbre, des développements fondamentaux en trigonométrie et en géométrie. Or, dans d'autres sciences, donc la médecine et l'hygiène publique a largement progressé à cette époque. Hein. Maïmonide en particulier a beaucoup contribué au développement de la médecine et a introduit en particulier le concept de maladie psychosomatique qu'on ne connaissait pas auparavant. D'un point de vue plus technique, on va retrouver des techniques en chimie, en agriculture. Et pour déjà parler un petit peu d'astronomie, les sciences telles qu'elles sont classées, telles qu'elles sont hiérarchisées dans le monde arabo-musulman, on va distinguer les sciences dites théoriques, donc celles qui ont pour but d'accéder au vrai, et les sciences dites pratiques, celles qui ont pour but d'améliorer le bien de l'humanité. Donc typiquement, on va distinguer l'astronomie comme quête du vrai et l'astrologie comme quête du bien. À vous de voir ce qu'on peut en penser maintenant. Les mathématiques comme quête du vrai et le calcul, donc qui va être beaucoup plus utilitaire. Et cette classification est due à un grand philosophe du monde arabo-musulman, mais côté espagnol, donc c'est Avicenne. Donc les chiffres, les fameux chiffres arabes que l'on utilise, là vous en avez la plus vieille représentation que l'on connaisse dans un manuscrit donc espagnol en l'occurrence. Donc là, pour une raison que j'ignore, le manuscrit, il est écrit dans un sens pour le texte et dans l'autre sens pour les chiffres, mais donc on arrive assez bien à reconnaître les chiffres tels qu'on les utilise actuellement. Et ces chiffres, pour la petite histoire, ils ont été propagés dans le monde chrétien occidental par Gerbert d'Aurillac, qui deviendra un jour pape sous le nom de Sylvestre II. Pape d'ailleurs qui a fait tellement de sciences, y compris de l'astronomie,
qu'on le soupçonnait de pactiser avec le diable. Alors, l'astronomie. Donc l'astronomie, eh bien, c'est la science la plus noble, la plus haute et la plus belle. C'est pas moi qui le dis. C'est Al-Battani. Al-Battani, que vous voyez représenté ici sur ce timbre. Donc on n'a pas de portrait contemporain d'Al-Battani. Hein, donc c'est une vision assez idéalisée. Donc c'est une science noble qui a une importance pratique, puisque pour fixer le calendrier lunaire qui va fixer par exemple le début et la fin du Ramadan, on a besoin d'astronomie. Pour fixer la direction de la Mecque, donc la direction de la Qibla, on a besoin de géographie. Astronomie et géographie sont très intimement liés jusqu'à grosso modo la Révolution française. On a besoin évidemment de l'astronomie pour fixer les heures de prière. Donc tout ça, ça va fortement stimuler le développement de l'astronomie. Et puis il y a un contexte aussi qui va être très favorable, qui va être l'expansion du monde arabo-musulman, qui va se faire, contrairement à d'autres expansions, sans destruction des civilisations préexistantes. Donc beaucoup d'assimilation des cultures non arabes existantes. Donc ça va être d'abord les influences indiennes et puis surtout les influences grecques qui vont être assimilées par la culture arabo-musulmane. Et puis une invention qui va être importante, qui n'est pas due au monde arabo-musulman, mais qui va être introduite très tôt dans ce monde. Donc c'est l'arrivée du papier à Bagdad en 794. Et évidemment, le papier, ça permet de traduire et de diffuser à grande échelle des textes et donc de favoriser le développement de la science en général et de l'astronomie en particulier. Donc les grands textes qui vont être traduits, ça va être l'Almageste de Ptolémée, donc les premiers grands traités d'astronomie, et la physique d'Aristote, que l'on va retrouver en Europe jusqu'à la Renaissance. Pour la petite histoire, celui qui est considéré dans le monde arabo-musulman comme le maître des traductions, c'est Hunayn ibn Ishaq. Je suis désolé, je ne parle pas arabe, donc je vais écorcher plein de noms ce soir. Donc ce maître des traductions, en l'occurrence, n'était pas musulman, c'était un chrétien syriaque, ce qui montre bien l'échange, le dialogue et l'assimilation qu'il y avait avec les civilisations préexistantes dans l'expansion du monde arabo-musulman. Donc, par ailleurs, on va le voir sur des cas très concrets par la suite, hein, le perfectionnement des observations, le développement des instruments avec l'astrolabe dont je vous parlerai un peu plus tard, donc il va conduire au développement de tables, va être quelque chose de très remarquable dans le monde arabo-musulman. Et puis, je vous ai dit juste avant que les mathématiques ont été fortement développées dans le monde arabo-musulman, et le développement des mathématiques et de l'optique, via Al-Hazen en particulier, va évidemment fortement influencer le développement de l'astronomie, comme on va le voir. Donc Al-Battani, hein, je reparlerai un peu plus tard des savants du monde arabo-musulman, mais puisque lui a dit que mon métier, c'était le plus beau des métiers, je le mets un petit peu à part. Donc par exemple, lui a découvert l'excentricité de ce qu'on appelait l'orbite solaire à l'époque, puisqu'on était dans un modèle géocentrique, donc qui correspond à l'excentricité de l'orbite terrestre, hein, le fait que l'orbite solaire ou terrestre n'est pas parfaitement circulaire. La précession des équinoxes, donc le fait que l'axe de rotation de la Terre par projection sur le Soleil varie au cours du temps. Donc ça, il l'a montré en comparant les données de Ptolémée avec les mesures que lui avait fait. Et donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil a été lui aussi découvert par Al-Battani. Alors on peut déjà commencer par, quand on parle de sciences arabo-musulmanes, par se poser des questions sur la vision du ciel qu'il y avait. Donc là, vous avez probablement l'une des plus vieilles représentations d'une constellation qui est datée du monde arabo-musulman. Donc c'est une fresque qui est en gros dans une salle de bain, dans un palais d'un calife, un calige omeyyade, donc en Jordanie. C'est un palais qui est classé à l'UNESCO d'ailleurs. Donc là, vous avez plusieurs représentations qui sont faites, et là, j'ai choisi la représentation du Sagittaire. Et cette représentation, elle présente un petit défaut. Est-ce que quelqu'un peut la deviner? Il y a des astronomes amateurs parmi vous, je le sais. Alors, le est-ouest, nord-sud, c'est toujours un problème de vision, de convention d'orientation, mais il y a quelque chose d'à l'envers, effectivement. Et regarde sa queue, exactement. Qui a dit ça? Il regarde sa queue.
Le Sagittaire, si vous le regardez correctement dans le ciel, et si vous voulez calquer le dessin d'un Sagittaire sur la constellation, il faut que l'arc soit tourné de l'autre côté, et donc non pas qu'il regarde sa queue, mais qu'il regarde du côté opposé. Donc on retrouvait un petit peu ce genre de défaut dans la cartographie que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que il n'y avait pas forcément au départ, ça a fortement progressé après, mais la représentation artistique parfois prévalait sur la représentation scientifique. C'est des choses qui se sont fortement améliorées, hein, et en particulier, on le voit très bien là-dessus, les Arabes étaient d'excellents géographes, mais pas forcément de très bons cartographes. Donc les choses progressent concernant les constellations très rapidement, et en particulier, donc, il y a le livre des étoiles fixes écrit par Al-Soufi à la fin du Xe siècle, qui est remarquable parce que c'est quelque chose qui intéresse tous les astronomes amateurs, la première fois que l'on voit figurer dans des cartes du ciel des nébuleuses. En particulier, on voit pour la première fois apparaître la nébuleuse Andromède, donc on sait maintenant être une galaxie, vous l'avez ici, ce petit groupe de points ici au niveau d'Andromède qui est représenté ici. C'est la première représentation connue, donc on est à la fin du Xe siècle, d'une nébuleuse, et donc en l'occurrence d'une galaxie extérieure à la nôtre. J'ai remis le Sagittaire ici pour vous montrer que la correction de sens a très vite été opérée. Autre nébuleuse qui était recensée dans ce manuscrit, c'est les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, vous allez me dire, mais c'est de l'hémisphère sud, ça ne nous concerne pas. Ben justement, le monde arabo-musulman, de par son extension, incluait le Yémen. Et au Yémen, on voit les nuages de Magellan. Donc, ils étaient présents dans ce livre des étoiles fixes. Donc, voilà. Déjà, premier point important, on atteste pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie d'objets nébuleux dans le ciel. On ne se contente pas de regarder les étoiles fixes. Alors, cette cartographie du ciel, on la connaît tous via le nom des étoiles. Hein. Je vous ai mis ici quelques noms particulièrement représentatifs. Donc, dans les noms d'étoiles qui nous viennent de l'arabe, on va retrouver des choses qui sont reprises quasiment à l'identique, et puis d'autres pour lesquelles parfois l'interprétation est un peu plus compliquée. Donc, par exemple, Algol, qui est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation de Persée, ça vient de Al-Ghul, la diablesse du désert, donc, qui est un personnage issu des contes des Mille et une nuits, et qui fait donc référence à la tête de la Méduse, qui est dans la manne Persée. Vous voyez ici. Persée tient la tête de la Méduse dans sa main, et donc Algol est juste ici. Donc le nom vient de là. Autre nom, donc Fom al-Haut, c'est juste Fam al-Hout, donc la gueule du poisson dans la constellation du poisson austral. Rigel, donc vient de Richel, le pied en arabe, dans la constellation d'Orion. Donc Rigel est ici, hein, donc c'est bien le pied du guerrier qui est Orion. Ras al-Gheti, donc dans l'étoile la plus brillante de la constellation d'Hercule, c'est la tête de la genouillée, puisque effectivement Hercule est représenté ici toujours un genou à terre. Donc la tête de la genouillée fait vraiment référence à la représentation de cette constellation. Altaïr, donc c'est l'aigle, celui qui vole. Bételgeuse, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est une déformation de Yad al-Chouza, la main de Chouza, donc c'est la femme qui pose la main sur l'épaule d'Orion. Donc Bételgeuse, c'est l'épaule droite d'Orion. Et Vega, donc l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, c'est une abréviation. Vous allez me dire, là, on commence à s'éloigner de la connaissance de An-Asr al-Waki. Donc Vega, en fait, c'est juste la fin, Waki. Donc, signifie l'aigle tombant. Et si on regarde où se situe la Lyre dans le ciel, on voit qu'elle est juste au-dessus, effectivement, de l'aigle qui est en train de chuter. Donc, tous ces noms que l'on utilise très couramment en astronomie nous viennent directement du monde arabo-musulman. Alors, l'héritage, donc, ici, il peut paraître ici anecdotique. Hein. Donc, cet héritage, en fait, reflète le fait que le monde arabo-musulman cartographiait très précisément le ciel, et ceci au moyen d'instruments qu'ils ont développés, en particulier donc, un instrument qui est resté célèbre, c'est l'astrolabe, donc l'Almin Kantara en arabe. Donc cet instrument, très joli mais très simple en apparence, est un instrument qui permet de calculer la position des astres sous toutes les latitudes. Autrement dit,
l'astrolabe peut être considéré comme le premier ordinateur analogique qui a été inventé donc, à l'usage exclusif de l'astronomie. Alors, c'est un instrument qui repose sur un principe qu'on appelle la projection stéréographique, hein, donc c'est ramener la voûte céleste sur un disque. Donc ce principe avait été déjà inventé dans l'Antiquité grecque par Hipparque, mais Hipparque n'en avait rien fait. Donc les Arabes ont vraiment exploité cette projection pour en faire un instrument et surtout pour en développer des applications. Dans les tout premiers traités concernant les astrolabes dans le monde arabo-musulman, on trouve déjà une quarantaine d'applications de cette projection stéréographique, alors que Hipparque n'en avait imaginé aucune. Donc, avec cet instrument, on peut mesurer la hauteur des astres, on peut mesurer l'heure, soit le jour en observant le Soleil, soit la nuit en observant les étoiles. Et puis, c'est un instrument qui va être surtout extrêmement intéressant parce qu'il va permettre d'enseigner l'astronomie. Et donc, c'est un instrument qui tient quasiment dans la poche, hein. Et c'est un instrument donc, qui va permettre la diffusion du savoir en astronomie à très très grande échelle. Et c'est un instrument qui est extrêmement précis. Donc, on retrouve des astrolabes de toute l'époque du monde arabo-musulman, donc depuis quasiment le 9e siècle jusqu'au-delà du 15e siècle, puisque c'est un instrument qui a été récupéré dans le monde occidental. Et de par sa précision, on arrive à le dater grâce à la précession des équinoxes. Donc, je rappelle, la précession des équinoxes, c'est le fait que l'axe de rotation ne pointe pas dans l'axe de rotation de la Terre, ne pointe pas toujours dans la même direction. Hein, donc il pointe actuellement vers l'étoile polaire, mais il a pointé vers d'autres directions dans le passé et il pointera dans d'autres directions dans le futur. Hein, donc cet axe tourne autour d'un axe imaginaire. Et donc ce mouvement de l'axe de rotation de la Terre influe sur la position des astres et cette variation, même à l'échelle de quelques dizaines d'années, est suffisamment perceptible, vu la précision des astrolabes, pour permettre leur datation précise. Ce sont des instruments essentiellement en métal, hein, donc on n'a pas de datation possible, comme on peut le faire avec des instruments en bois, mais donc la précision des instruments fait qu'on peut les dater très précisément. Et accessoirement, ce sont aussi de très très beaux instruments. Donc vous en avez ici un du XIIIe siècle. Vous voyez en particulier donc, toute cette représentation du ciel. Hein, chacun de ces petits crochets ici fait référence à une étoile du ciel. Et on pouvait avoir plusieurs dizaines d'étoiles représentées sur ces astrolabes qui permettaient donc de calculer la hauteur des astres, le calcul de l'heure, le calcul de la latitude et éventuellement même de la longitude de façon un peu moins précise. Alors ce qui a contribué au développement et à la diffusion de l'astronomie dans le monde arabo-musulman, ça a été le développement des écoles et des observatoires. Il y a un lieu absolument remarquable dans ce monde, c'est ce qu'on appelait la Maison de la Sagesse à Bagdad, donc, qui a été initialement fondée comme étant la bibliothèque d'Harun al-Rachid, c'est-à-dire le troisième souverain abbasside du monde arabo-musulman au IXe siècle. Donc là, vous avez une représentation de sa bibliothèque. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la Maison de la Sagesse à Bagdad, à l'époque, ça avait une renommée qui était largement supérieure à l'université de Harvard aujourd'hui. C'était vraiment le lieu où étaient concentrées toutes les connaissances à l'époque, et c'était le lieu de passage obligé si on voulait s'informer de ce qui existait et éventuellement progresser. Donc, à côté de ces maisons de la sagesse, on va retrouver évidemment la construction d'observatoires, en particulier, j'ai choisi ici une représentation de l'observatoire d'Istanbul, parce qu'on voit ici à l'intérieur de cet observatoire tous les instruments dont on pouvait disposer, donc y compris un astrolabe ici, mais vous avez des équerres, des cadrans, des quarts de cercle, des gnomons, etc. Donc tous les instruments qui vont être utilisés jusqu'à l'invention de la lunette astronomique sont présents dans le monde arabo-musulman et donc vont servir à faire des mesures extrêmement précises. Un observatoire qui va être important, ça va être l'observatoire du sultan Timuride, c'est-à-dire Timuride, ça veut dire descendant de Tamerlan, donc en l'occurrence Ulugh Beg est le petit-fils de Tamerlan. Donc il va construire un grand observatoire à Samarcande. Donc construire un observatoire à l'époque, ça veut dire pouvoir mesurer précisément la position des astres sans disposer d'instruments optiques tels que la lunette ou le télescope. Et donc on va construire à cette époque des énormes cadrans. Donc là vous avez typiquement l'échelle d'un homme ici, ça serait quelque chose comme ça. Donc c'est des énormes arcs de cercle ou cadrans qui vont servir à pointer la direction des étoiles et donc à faire des relevés extrêmement précis de position et de mouvement des astres au cours du temps. Donc là, c'est un timbre de l'Union soviétique, hein, à l'époque où
Donc Samarcande faisait partie de l'Union soviétique, ce qui a changé depuis. Donc globalement, on va développer la diffusion du savoir via des livres, via des traductions et grâce à l'utilisation du papier. On va perfectionner les instruments, on va même en inventer certains. On va construire des grands observatoires et donc on va faire des mesures extrêmement précises. Parallèlement, donc, il y a tout le développement des mathématiques dont je vous ai parlé, en particulier la trigonométrie. Et donc, on va arriver à un stade de précision dans les mesures, dans l'étude du mouvement des astres, qui va conduire à la critique du modèle géométrique de Ptolémée, donc le modèle qui place la Terre au centre de l'univers. Et on va proposer de nouveaux modèles. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très précocement. Hein. Là, vous avez un manuscrit d'Al-Biruni, donc du début du XIe siècle, qui propose déjà l'idée que la Terre soit en mouvement. Alors, ce qui est remarquable, et peut-être un peu décevant pour nous maintenant, c'est que donc il y a ces trois grandes idées qui vont circuler simultanément. Le modèle géocentrique pur, la Terre est au centre et immobile. Le deuxième, donc, qui est un modèle, on va dire, intermédiaire, la Terre est en mouvement. On ne remet pas trop en cause qui est au centre, mais on commence à introduire l'idée que la Terre soit en mouvement. Et le troisième, donc, qui est le modèle héliocentrique. La déception, elle vient du fait que le monde arabo-musulman a refusé de trancher entre ces trois modèles. Les trois modèles circulent de façon complètement équivalente à l'époque. C'est peut-être un signe d'honnêteté intellectuelle, puisqu'on n'a aucun moyen à l'époque, par l'observation, de discerner lequel de ces modèles est correct. Et quand on parle de la révolution copernicienne, dont on reparlera un petit peu plus tard, cette révolution copernicienne s'est faite à une époque où on n'avait toujours aucun moyen de trancher. Les premières observations qui ont permis définitivement de montrer que la Terre était bien en mouvement, elles datent du XVIIIe siècle. Donc, le modèle héliocentrique nous satisfait maintenant parce qu'on sait que c'est le modèle correct, mais donc ce modèle était déjà présent à l'époque et a circulé abondamment, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, dans un cadre comme ça, il y a quelques grands noms de la science qu'on va retenir. Donc, j'en ai choisi 2 ou 3 pour illustrer le propos. Donc, le premier, j'en ai déjà parlé mercredi soir, donc c'est Al-Hazen, Ibn al-Haytham, donc qui est avant tout remarquable par la méthodologie. C'est le premier dans l'histoire des sciences à coupler la méthode expérimentale avec le raisonnement logique pour arriver à une conclusion. Dans l'Antiquité gréco-latine, on est essentiellement sur des considérations philosophiques, très peu, voire pas du tout, de vérification expérimentale. Dans le monde chrétien occidental, il faudra attendre Galilée pour l'introduction de la méthode expérimentale comme méthode scientifique. Donc, au tout début du XIe siècle, Al-Hazen est le premier à coupler méthode expérimentale et raisonnement logique pour arriver à quelque chose, et en particulier donc, à l'étude de la lumière. Donc cette étude de la lumière, il le fait à travers des instruments qu'il va mettre au point, tels que la chambre obscure, la caméra obscura, donc à partir de laquelle il va démontrer que la lumière a une existence propre, contrairement aux théories majoritaires qui circulaient dans le monde gréco-latin. Il va rédiger un grand traité d'optique physique, où donc il va énoncer pour la première fois les lois de la réflexion et de la réfraction. Il va être le premier à introduire le concept de lentille et comment on peut utiliser la lentille. Dès le XIIe siècle, on va voir apparaître les lunettes de vision, avant de voir apparaître les lunettes astronomiques. Donc Al-Hazen est vraiment à la base de ceci. Et donc justement, il va travailler aussi sur la théorie de la vision. Et c'est quelque chose qui va diffuser très vite en Europe. Hein. Donc pour reprendre l'idée reçue que je voulais combattre au début, où je vous disais, il y a cette période de transmission stérile par le monde arabo-musulman pendant 5, 6, 7 siècles entre le monde gréco-latin et la Renaissance en Occident. La diffusion des savoirs du monde arabo-musulman vers l'Occident se faisait quasiment en direct, puisque Roger Bacon, donc un moine anglais, propage les idées d'Al-Hazen dès le XIIIe siècle dans le monde occidental. Donc j'ai choisi d'autres illustrations que celles que je vous ai montrées mercredi soir pour ceux qui étaient là. Donc là, vous avez le traité original d'Al-Hazen sur le fonctionnement de l'œil, où donc on retrouve les principes avec cornée, globe oculaire, etc., et nerf optique. Et là, un schéma que je trouve absolument magnifique, où donc vous aviez ici les 2 yeux et tout le système de nerf optique qui amène l'information jusqu'au cerveau. Un des instruments qui reste attaché au nom d'Al-Hazen, c'est la chambre obscure.
Donc là, c'est un manuscrit qui ne date pas d'Alazen, qui est beaucoup plus tardif, qui date du XVIe siècle. J'ai choisi de remontrer ce schéma, parce que ce qu'il raconte ici, pour ceux qui arrivent à lire un petit peu le latin, on parle ici d'éclipse solaire. C'est juste pour vous rappeler qu'on peut, avec une chambre obscure, observer sans aucun problème une éclipse de soleil, qu'elle soit partielle, totale, annulaire, etc. Et qu'il n'y a pas besoin d'enfermer des enfants dans des écoles, prendre une éclipse solaire pour les protéger. On peut, avec un instrument très très simple, qui a presque 10 siècles d'existence, observer une éclipse de soleil en toute sécurité et émerveiller les enfants et les ouvrir à l'astronomie. Troisième exemple que j'ai choisi pour vous montrer que justement le monde arabo-musulman, ce n'est pas que l'Arabie et ce n'est pas que l'islam. C'est aussi donc le sud de la France et c'est aussi la civilisation juive. Donc Levin Ben Gershom, donc, est un nom qui est resté très connu dans le développement de l'astronomie, donc qui a inventé un instrument extrêmement simple, ce qu'on appelle le bâton de Jacob, qui est illustré ici sur ce schéma, donc qui permet de mesurer précisément les distances angulaires entre les étoiles, qui, avec son instrument, a développé, amélioré les tables astronomiques, a contribué au progrès de la trigonométrie et a aussi perfectionné la chambre obscure. Donc le monde arabo-musulman est complexe de par ses interactions avec l'ensemble des cultures qui composent ce monde. Alors, toute cette science arabo-musulmane va se transmettre vers l'Occident, donc soit en direct, ou plus ou moins en direct, comme j'ai mentionné, mais aussi avec des sauts remarquables, donc avec en particulier au XIIe siècle, Gérard de Crémone, qui donc est né en Italie, mais s'installe environ 1150 à Tolède, en Espagne, et va faire une traduction quasi systématique des textes antiques de l'arabe vers le latin. Donc tous ces textes qui avaient été traduits du grec vers l'arabe vont être à nouveau traduits de l'arabe vers le latin à cette époque-là, et donc c'est un petit peu... Alors, il a fait un travail fabuleux, mais c'est un petit peu à cause de lui aussi qu'on a cette vision d'une transmission stérile entre le monde gréco-latin et la Renaissance, donc où il lui reprend les textes perdus de la civilisation grecque et les retraduit en latin à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme influence remarquable? Donc, puisqu'on vient de parler d'Alazen, ses travaux étaient connus de Snell et Descartes, et donc tous les travaux sur les lois de la réflexion et de la réfraction ont été en fait une formalisation mathématique de ce que Alazen avait déjà énoncé à l'époque. Donc, en particulier, pour Snell, je suis un peu moins au courant, mais pour Descartes, on sait que Descartes connaissait les travaux d'Alazen et donc a vraiment transmis ses travaux au monde occidental en les formalisant et en particulier en les modernisant dans la formulation mathématique. Quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est justement tous ces travaux sur les théories héliocentriques, et en particulier, donc, je vous ai mentionné tout à l'heure les travaux d'Al-Biruni. Un autre nom important, c'est Al-Tuzi, donc un peu plus tardif, XIIIe siècle, en Iran, donc, qui remet très fortement en cause le modèle de Ptolémée, donc est l'un de ceux qui est connu pour avoir introduit l'idée d'un modèle héliocentrique. Et alors, les historiens ne sont pas 100% d'accord là-dessus, mais il y a de très fortes présomptions pour dire que Copernic connaissait les travaux d'Al-Tuzi et qu'il s'est basé sur ces travaux pour construire le modèle héliocentrique qui a conduit à la fameuse révolution copernicienne que l'on connaît. Alors, ce développement, il va s'arrêter malheureusement très brutalement. D'abord pour un contexte externe. Le monde arabo-musulman va subir les attaques des croisés à l'ouest, des Mongols à l'est. Tout ça va conduire à un chamboulement géopolitique, en particulier au déclin de cette dynastie qui était les Abbassides, qui était vraiment une dynastie qu'on peut considérer maintenant comme des despotes éclairés. Et donc ces attaques que subit le monde arabo-musulman, quelle qu'en soit la justification, à la fois de l'Est et de l'Ouest, va conduire à un repli doctrinal, et donc va marquer en quelque sorte un coup d'arrêt à la civilisation arabo-musulmane. Et ça va se traduire en particulier au XVe siècle, en 1460, par la destruction de l'observatoire de Samarcande, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'observatoire d'Ulugh Beg. Et cette date de 1460 est retenue comme la fin, peut-être pas de la science arabe, mais en tout cas de l'âge d'or de la science arabe. Donc cet observatoire de Samarcande, puisqu'il a été détruit, je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble. Je peux vous montrer par contre l'observatoire de Jaipur en Inde,
donc qui a été directement inspiré de l'Observatoire de Samarcande. Et donc, ces grands cadrans ou ces grands arcs de cercle gradués que vous pouvez voir actuellement en Inde, eh bien, en fait, c'est des copies de ce qui existait à Samarcande auparavant. Donc voilà, je voudrais conclure sur un aspect un peu moins scientifique, un peu plus poétique. Donc le monde arabo-musulman, c'est aussi donc, des astronomes, des mathématiciens qui font aussi de la poésie. Et l'un de mes préférés dans ce monde, c'est Omar Khayyam, qui a écrit les Rubaiyat. Donc, ce sont des quatrains absolument merveilleux. Donc j'en ai extrait, je pourrais vous en citer des dizaines, mais j'en ai extrait 3. Les 2 premiers qui ramènent les astronomes à un peu de modestie. Donc la roue tourne, insoucieuse des calculs des savants, renonce à t'efforcer vainement de démontrer les astres. Donc nous, on s'efforce toujours, probablement vainement, mais au moins on essaye. Le deuxième, donc, qui est un peu dans le même esprit, donc la voûte du ciel ressemble à une tasse renversée sous laquelle errent en vain les sages. Je ne sais pas si les savants sont des sages, mais en tout cas, on retrouve cette même idée. Et la troisième que j'ai choisie ici, justement, renvoie aux développements techniques qui ont accompagné l'astronomie dans le monde arabo-musulman. Donc avec cette voûte céleste sous laquelle nous errons, je la compare à une lanterne magique. Donc lanterne magique qui est directement héritée du concept de chambre obscure développé par Alhazen, dont le soleil est la lampe, et le monde est le rideau où passent nos images. Et vous avez pu, pour certains d'entre vous, assister à des représentations de théâtre cet après-midi. Donc l'image du rideau sur lequel passent nos images est une belle illustration de notre vision du monde. Je vous remercie.